Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Make our planet great again. How dare you? People are dying. Entire ecosystems are collapsing. How dare you? Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Bonjour, je m'appelle Lucas Caltriti, je suis journaliste, vous écoutez Y'a le feu au lac, le podcast qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Dans ce 8e numéro, je vais vous parler de compensation carbone, c'est-à-dire ce qu'un particulier, une entreprise ou un État peut faire pour contrebalancer ses émissions de gaz à effet de serre. Concrètement, demain si je prends l'avion, mon trajet va émettre beaucoup de CO2, alors je vais décider de l'absorber pour qu'au final, mon vol ait été neutre en carbone. Pour ça, j'ai plusieurs possibilités, notamment autour des arbres, sauf que ce raisonnement m'a l'air très simpliste. C'est pour ça que je me pose cette question aujourd'hui, peut-on compenser son empreinte carbone en plantant des arbres ? Alors là, je viens de recevoir des chaussures chez moi, je suis en train d'ouvrir le colis. À première vue, ce sont des chaussures assez classiques, des chaussures de ville, noires. Sauf que, au moment de la commande, on m'a proposé de compenser leur empreinte carbone. Je vais pour finaliser ma commande, et juste à côté du petit bouton continuer pour mettre le moyen de paiement, il y a un petit encart où c'est écrit « Soutenez a tree for you ». Et c'est donc écrit « Compenser l'empreinte carbone de votre commande en participant à des projets de reforestation partout dans le monde. Faites un don à l'association et la marque doublera le montant de votre don. » Et ce qui est dingue, et je vous assure que c'est vrai, je peux en fournir la preuve s'il le faut, en tête du mail que j'ai reçu pour m'annoncer que mon colis était arrivé en relais, il était écrit « Vos livraisons Colissimo sont 100% neutres en CO2 depuis 2012. » Donc là, franchement, je pense que je vais avoir au pied les chaussures les plus écolos du monde. Ce principe de compensation carbone est quand même fabuleux et il permet donc d'atteindre très facilement la neutralité carbone. Pour rappel, la France s'est donné pour objectif de l'atteindre en 2050, c'est-à-dire qu'à cette date, le pays n'émettra pas plus de CO2 que ses puits de carbone naturels comme les sols et les forêts ne peuvent en absorber. Mais la compensation carbone marche pour tout le monde, les États donc, mais aussi les entreprises et les citoyens. Si moi j'émets une tonne de CO2, par exemple, je vais sur internet et je peux acheter ce que l'on appelle un crédit carbone. Ça correspond à 1 tonne de CO2. Ce crédit carbone peut prendre plusieurs formes, un investissement dans les énergies renouvelables par exemple, ou dans un projet forestier. En l'occurrence, moi j'ai envie de planter des arbres, donc je vais acheter ce crédit carbone à un organisme qui va s'en charger. Et hop, avec l'argent, il plante suffisamment d'arbres pour absorber ma tonne de CO2 et je suis tranquille. Vous trouvez ça trop beau pour être vrai ? Peut-être que si je vous fais entendre quelqu'un pour qui le climat, la planète sont des choses très importantes, vous allez être convaincu. Le Figaro, 7 juillet 2019, le PDG de Total annonce la création d'une unité pour investir dans les forêts. Le moyen le plus efficace aujourd'hui d'éliminer le carbone, c'est la reforestation, confirmait Patrick Pouyanné, PDG de Total. Attendez quoi ? Vous ne croyez pas le grand patron d'une entreprise pétrolière ? Je me doutais que vous alliez être un peu réticent. C'est pourquoi j'ai appelé Jonathan Guyot. Je suis Jonathan Guyot, je suis ingénieur forestier de formation et cofondateur de la communauté All for Trees, qui est une association qui fédère l'ensemble des acteurs, associations ou entreprises qui travaillent sur les questions de préservation et restauration des écosystèmes forestiers. Je lui ai donc demandé si on pouvait compenser nos émissions de CO2 en plantant des arbres. Non, on ne peut pas finalement compenser nos émissions en plantant des arbres, puisqu'il y a des notions de temporalité qui nous permettent pas de faire 1 moins 1 égale 0, donc de dire voilà, on émet par exemple 1000 tonnes de CO2 et en contrepartie, en plantant des arbres, on va absorber 1000 tonnes de CO2, ce qui nous permet d'être neutre en carbone. Donc, cette échelle de temporalité ne permet pas de parler de compensation carbone. On ne peut pas, par exemple, émettre 1 tonne de CO2 dans un avion en l'espace de quelques heures, avoir l'équivalence d'absorption par les arbres en l'espace même d'1 an. Ça va se passer sur des dizaines d'années.
Et encore faudrait-il que ces arbres persistent en fait et qu'il n'y ait pas réémission d'ici 10 ou 20 ans. Bon mais oui, soyons sérieux maintenant, et il y a quand même de très bonnes choses à faire avec les arbres, à commencer déjà par préserver les forêts existantes et qui peuvent être menacées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la déforestation et la dégradation des forêts sont responsables de 15 à 17% des émissions de CO2 annuelles. C'est important, si on veut travailler sur les aspects de lutte contre le changement climatique, de déjà commencer à travailler sur cette cause et donc de pouvoir préserver ces forêts. Il y a plusieurs leviers qui existent, tout en restaurant petit à petit les surfaces qu'on aurait perdues au cours du temps. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir, c'est ces deux leviers en tête. Planter des arbres, c'est bien beau, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Un des problèmes, c'est notamment la monoculture, c'est-à-dire ne planter qu'une seule essence d'arbre, alors que dans une forêt, il y en a une multitude. Les centres de recherche ont identifié que ce qu'ils appellent les green pledges, c'est les grandes annonces de plantation massive d'arbres à plusieurs milliards. Donc il y a plein de pays qui ont fait ces annonces-là, notamment la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Éthiopie. Alors, ils se sont rendus compte que sur ces green pledges, 45% étaient en fait des monocultures d'arbres. Ça pouvait être des monocultures d'eucalyptus, ou parfois même de résineux. On a eu le cas notamment, c'était en Turquie, qui avait planté plusieurs millions d'hectares de forêts en résineux type sapin et épicéa, et qui en l'espace de 3 mois ont tous disparu quasiment, donc 90% de mortalité. Donc ils se sont rendus compte qu'en fait sur ces gros green pledge, il y avait quand même beaucoup derrière de monoculture. Après c'est pas le cas dans la typologie des projets par exemple que mènent nos membres, puisqu'en fait il faut quand même une diversité d'essences qui permettent une diversité d'usages et qui permettent aussi de régénérer quelque part la biodiversité et peut-être voire même des écosystèmes qui d'ici une centaine d'années pourront avoir une fonctionnalité presque équivalente aux forêts non touchées, quoi, ou forêts tropicales encore existantes. Vous connaissez peut-être le greenwashing, c'est-à-dire faire, via de la pub ou du marketing, croire que son entreprise est respectueuse de l'environnement. Eh bien, il y a aussi désormais le tree-washing, qui consiste à s'acheter une conscience écologique en plantant des arbres. On se rend compte depuis quelques années que l'arbre est devenu finalement un objet marketing qui permet de rendre simple un sujet qui est finalement complexe. C'est même devenu un objet marketing avec beaucoup d'émoi médiatiques. Des citoyens finalement l'identifient aussi comme un geste positif pour la planète. Alors finalement c'est vrai, qui ne voudrait pas planter des arbres, qui n'aimerait pas ça, c'est important. Par contre, le moment où finalement ce symbole permet à des entreprises de compenser leurs émissions, de s'acheter finalement une bonne conscience sans forcément réduire leurs propres émissions, là ça peut poser problème. Et dans le tree-washing, finalement, il y a aussi parfois des entreprises qui peuvent avoir des actions dans leur chaîne d'approvisionnement qui contribuent à la déforestation à l'autre bout du monde et qui, d'un autre côté, vont soutenir des actions, par exemple, de plantation d'arbres en France. Donc, finalement, il y a presque un double discours où on fait croire aux consommateurs, aux citoyens qu'on est engagé pour la préservation, la restauration des forêts. Et on masque quelque part aussi les efforts qu'il faudrait faire sur les chaînes d'approvisionnement pour lutter à l'autre bout de la planète contre la déforestation. Donc on arrive vite, pas tout le temps, mais on le voit de temps en temps et ça devient très flagrant, à utiliser l'arbre comme un objet de greenwashing. Et ça, pour nous, en tant qu'acteurs terrain, ça pose vraiment problème puisqu'on a peur qu'un jour il y ait une défiance finalement auprès des citoyens et d'autres entreprises qui veulent agir avec cohérence, alors il faut planter des arbres, il faut préserver les forêts. Donc il faudrait pas que demain les citoyens ou certains mécènes ne souhaitent plus soutenir ce genre de projet. Hormis cet aspect du prix qui est gênant dans le tree-washing, il y a aussi le fait que cela peut cacher un manque d'effort pour limiter ces émissions. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, le levier le plus important dans la neutralité carbone, c'est de réduire au maximum ces émissions de gaz à effet de serre avant de chercher à les compenser. Et c'est ce qu'a voulu rappeler l'ONU dans un article de juin 2019.
Les compensations carbone ne nous sauveront pas. Le danger est que cela peut conduire à la complaisance. Si nous voulons avoir un quelconque espoir de freiner le réchauffement planétaire, nous devons absolument réduire les émissions de carbone. Sauf que, il faut le reconnaître, il est aujourd'hui beaucoup plus simple pour une entreprise d'acheter des crédits carbone parce qu'ils ne coûtent presque rien, ou en tout cas parce que certains, sont très peu chers et c'est problématique. À la base, finalement, ça devenait un outil qui permettait de financer des projets de développement solidaire. Ça, c'est toujours le cas sur les projets énergétiques. Mais nous, on s'est rendu compte que finalement, pour les projets forestiers, ça pouvait être complexe puisque cette valeur de crédit carbone est imposée finalement par le prix du projet. Plus le projet est difficile à mettre en place, plus il va coûter cher finalement. Et donc, on se retrouve avec des prix concurrentiels, avec des fourchettes assez éloignées entre des projets énergétiques qui vont coûter un petit peu moins cher de temps en temps, avec des projets plutôt forêt, agroforesterie, reforestation qui vont coûter beaucoup plus cher. Et finalement, pour l'entreprise, elle, si elle ne souhaite juste compenser ses émissions, donc faire cette annulation-là, elle va quand même tendre vers l'achat de crédits carbone les moins chers. Et c'est ce qui se passe finalement en France. Le dernier rapport d'info compensation carbone qui faisait l'état des lieux de la compensation carbone en 2016 montrait que les crédits carbone avaient été vendus en moyenne à 3,67 €, alors que pour des projets forestiers, il faudrait être plutôt aux alentours de 20 à 30 € la tonne. Ce coût trop faible du crédit carbone pose problème aussi à Luc Bachelet. C'est un ingénieur agronome spécialisé dans la neutralité carbone, consultant chez Carbone 4, un cabinet de conseil. Le problème en fait qui peut être un prix du crédit faible, c'est que derrière on peut avoir des assurances de qualité du projet amoindries, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir plus de risques que le projet ne se développe pas comme il faudrait qu'il se développe, et donc on est en fait des réductions d'émissions, des absorptions qui vont permettre la génération de ces crédits carbone qui en fait ne sont pas réels, ne sont pas existantes sur le terrain parce que le projet avait peu de moyens, parce que le projet n'a pas pu suivre correctement les méthodologies ou s'entourer des bons acteurs. Et puis ça donne aussi un peu l'illusion que ça coûte très peu cher au final de réduire ailleurs que chez moi mes émissions de gaz à effet de serre. On parle beaucoup carbone, mais en soi il existe aussi beaucoup de co-bénéfices sociaux et environnementaux. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui le prix oscille entre 3 et 7 € la tonne. Il y a effectivement des crédits qui vont être du coup à 1 €. Il y a des crédits qui vont par contre être à 25 €. Et en fait derrière c'est en creusant un peu qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche à soutenir, quelle ambition de ces projets on cherche à soutenir. Est-ce que c'est uniquement on veut planter des eucalyptus en monoculture pour maximiser la séquestration carbone, mais derrière un incendie passe, la forêt brûle, l'eucalyptus favorise-t-il la biodiversité dans cet endroit? Est-ce qu'il est adapté au climat qui change déjà aujourd'hui dans cette géographie-là? Mettre de l'argent, ça permet aussi d'assurer une économie pour des communautés locales, ça permet aussi d'assurer d'autres bons indicateurs tels que la biodiversité qui sont essentiels et qui aujourd'hui la biodiversité c'est effarant ce qui se passe et il faut à tout prix la remettre au cœur de nos actions et de nos politiques. Donc ne pas chercher forcément à trouver un crédit carbone peu cher. Donc là, les particuliers ne vont pas en acheter beaucoup, donc ça pose moins de problème. Mais pour les entreprises, qui vont chercher à acheter une certaine quantité de crédit carbone, faut faire attention aussi à vouloir tirer le prix à tout prix vers le bas, parce que si on tire le prix vers le bas, on perd ces co-bénéfices sociaux et environnementaux qui sont pourtant décisifs. L'environnement, c'est pas que le climat. Bon, là je pense que vous avez bien saisi les limites de la compensation et des crédits carbone. On va en profiter pour aller un peu plus loin. Si j'ai tenu à interviewer Luc Bachelet, c'est parce que Carbone 4 a publié un référentiel, Net Zero Initiative. Ce projet, à destination d'entreprises, leur propose d'être plus efficaces dans leur manière d'agir pour l'environnement. Et un des principes de ce référentiel est de remettre en question les expressions de neutralité et de compensation carbone. Si on reprend l'enjeu du vocabulaire autour de la compensation carbone, c'est quand une entreprise parle de compenser ses émissions carbone, en fait, ça souligne qu'il y a un amalgame déjà de choses très différentes. Et puis c'est souvent pour servir un but marketing à court terme. Parce que quand on dit qu'on est neutre, qu'on dit qu'on a compensé, c'est rapide, ça en jette pour les consommateurs, on se dit qu'on fait quelque chose de bien. Mais théoriquement, on peut dire qu'un crédit carbone, ça vient contrebalancer une tonne d'émissions de gaz à effet de serre
qu'on a nous-mêmes émis, donc on va ailleurs, ça a été absorbé, mais nous on a bel et bien émis. Mais en pratique, en fait, c'est pas si simple que ça, parce que une tonne de gaz à effet de serre qu'une entreprise a émise, c'est vraiment différent en fait physiquement d'une tonne de gaz à effet de serre qui a été absorbée par exemple par un écosystème lors d'un projet de replantation, parce que c'est long, c'est risqué, c'est un flux différent. Là on émet tout de suite par exemple en brûlant du pétrole aujourd'hui, mais si un arbre doit prendre la relève pour compenser ça peut prendre 20 ans. Il y a des risques qu'il y ait des incendies, que le projet ne se porte pas bien et qu'au final ces crédits carbone ne soient pas vraiment entiers. Et cette compensation carbone, elle donne cette illusion en fait que c'est aussi simple que ça. Que aujourd'hui mon activité émet, c'est pas grave, j'achète tout de suite sur le marché carbone volontaire et je viens contrebalancer, je viens vraiment neutraliser mon impact négatif, mon empreinte carbone. Alors qu'au final, si on repose les bases aussi en fait de l'enjeu du changement climatique, on a jusqu'à 2050 pour atteindre la neutralité carbone mondiale. Et ça implique une transformation rapide et drastique de nos modes de vie, de notre société, de nos activités. Ça peut pas se faire du jour au lendemain, ça peut pas se faire en un claquement de doigts, en achetant par exemple des crédits. C'est vraiment une transformation de son activité, de nos modes de vie qui va permettre de réduire énormément nos émissions de gaz à effet de serre. D'ici à 2050, on doit réduire d'environ 80%. 80%, c'est énorme quand on regarde toutes les activités émettrices en France, dans le monde. C'est vraiment agir sur tous les leviers possibles. Mais donc pour arrêter avec cette vision simpliste, Luc Bachelet m'a expliqué qu'il serait plus juste de parler de contribution à la neutralité. On a redéconstruit un peu ce concept de neutralité carbone des entreprises et on s'est dit, mais en fait, cette neutralité carbone, elle a une seule définition scientifique valable, c'est à l'échelle du monde. C'est à l'échelle du monde où la neutralité carbone, ça veut dire on émet un certain montant de gaz à effet de serre chaque année et on a aussi des écosystèmes, des technologies aussi qui sont en développement, mais surtout des écosystèmes qui vont absorber ces gaz à effet de serre également. Et le jour où on pourra dire je suis neutre, c'est parce qu'en fait, au niveau mondial, ou peut-être au niveau d'un territoire, la définition va bien également, c'est au niveau d'un territoire, d'un périmètre donné, je peux dire j'ai autant d'émissions de gaz à effet de serre, donc un flux sortant vers l'atmosphère, que d'émissions entrantes, en tout cas d'absorption depuis l'atmosphère vers des écosystèmes, vers des puits de carbone. Et donc on s'est dit, au final, on se rend compte qu'il y a deux leviers. De 1, émettre moins, donc réduire mes émissions de gaz à effet de serre, et de 2, développer les puits de carbone. Et c'est deux physiques complètement différentes, elles sont non miscibles, on ne peut pas les mettre ensemble, on ne va pas venir annuler ces émissions avec des émissions négatives. C'est deux physiques différentes, et en fait, il faut vraiment pouvoir les mesurer, en avoir conscience et les piloter. Donc au final, ce qu'on propose en tout cas dans Net Zero Initiative, dans ce référentiel, c'est que les entreprises comprennent qu'il existe plusieurs leviers d'action pour la neutralité carbone et qu'au final, une entreprise en soi ne peut pas vraiment être neutre en carbone. Elle peut par contre contribuer à la neutralité carbone de son territoire, de son pays, par exemple la France, mais aussi du monde en fait. On va venir actionner les réductions d'émissions et actionner le développement de puits de carbone. Bon, après s'être dit tout ça, je me suis quand même rappelé qu'il y avait de bons projets qui contribuaient à la neutralité carbone. Et je me suis demandé si Luc Bachelet avait déjà acheté des crédits carbone. Effectivement, j'ai déjà moi-même aussi acheté des crédits carbone parce que il y a encore quelques années, je prenais l'avion et ça m'aidait un peu dans alléger ma conscience. Donc j'étais en plein dans ce schéma de compensation carbone. Après, donc je pense vraiment que c'est une action bienveillante, bienfaisante aussi pour le climat. Donc faut pas du tout transformer ça en une action du diable. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose de grave. Je veux dire, c'est vraiment le marketing derrière quand il y a des grandes sommes en jeu, quand il y a des grands volumes de crédit carbone en jeu, qui eux peuvent faire la différence au niveau des citoyens ou des petites entreprises. C'est une action supplémentaire dans leur histoire. Ils ont des valeurs, ils ont des envies, ils ont envie d'investir sur des projets locaux, sur des projets dans un secteur qui leur parle. C'est aussi un peu raconter une histoire et actionner un levier supplémentaire en fait dans sa démarche, dans sa stratégie environnementale et climatique. Donc je pense qu'il n'y a pas du tout d'incohérence à soi-même faire attention à ces émissions de gaz à effet de serre en changeant petit à petit nos manières de vivre et de consommer et nos activités, mais à la fois c'est tout aussi valeureux d'aller aider d'autres personnes qui ont peut-être moins de moyens parce que les crédits carbone derrière, il y a cette notion un peu d'additionnalité qui veut dire que si je n'avais pas donné cet argent
ce projet n'aurait pas pu avoir lieu. C'est-à-dire si je n'avais pas acheté ce crédit carbone, ce projet n'aurait pas pu avoir lieu. L'additionnalité, c'est quelque chose de difficile à démontrer, mais une fois que c'est bien démontré, en tout cas, c'est un gage de qualité. C'est-à-dire que ce projet, c'est pas de l'argent par les fenêtres, ça a vraiment été investi sur le terrain. Après, il existe des labels comme le Gold Standard, le VCS, qui sont des preuves de qualité. Néanmoins, il ne faut pas non plus tomber dans le tout label. Il existe des projets climat qui n'ont pas forcément les moyens non plus de payer ces certifications, qui sont gages de qualité mais qui coûtent tout de même. Notre vision dans Net Zero Initiative est complètement compatible avec créer des projets, même s'ils ne sont pas forcément labellisés, tant qu'il y a une rigueur derrière qui est recherchée. Le but, c'est vraiment d'agir où est-ce qu'on peut avec l'ambition qu'il faut et la rigueur qu'il faut également. Bon, et puis pour résumer, comment faire pour contribuer efficacement à la neutralité carbone ? Déjà, gardez en tête qu'il est essentiel de réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Moins prendre la voiture, moins prendre l'avion, privilégier le train. Et une fois que vous souhaitez compenser des émissions que vous ne pouvez pas éviter, alors dirigez-vous vers des projets sérieux. C'est-à-dire notamment qu'ils soient additionnels. C'est très important. Ça veut dire qu'ils n'auraient pas pu voir le jour sans ce financement. Assurez-vous également de pouvoir mesurer la quantité de CO2 évitée ou absorbée. Et pour vous aider là-dedans, parce que ce n'est pas franchement évident, il existe des labels. 2 sont particulièrement sérieux. Le Gold Standard, créé en 2003, notamment par l'ONG WWF, et puis Verra, anciennement Verified Carbon Standard. Mais avant d'acheter des crédits carbone, même certifiés avec ces 2 labels, allez quand même voir les exigences de ces standards pour savoir très précisément comment vous dépensez votre argent. Vous venez d'écouter le 8e épisode de Y'a le feu au lac, un podcast Ouest France. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner ou si vous le pouvez, mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. À ceux qui l'ont déjà fait, et vous êtes nombreux, merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode 9.